Lorsque vous vous enfoncez dans la pénombre des bois, vous entrez au cœur d'un organisme collectif. Chaque arbre, chaque arbuste, chaque brin d'herbe échange avec ses voisins des messages invisibles faits de composés chimiques portés par le vent. Sous vos pieds, d'immenses réseaux de champignons relient ces êtres entre eux, leur permettant de communiquer et de partager des ressources. Mais une question demeure. Ce monde végétal ne fait-il que réagir mécaniquement à son environnement ou perçoit-il votre présence? Prend-il des décisions ou n'est-il qu'un système programmé par l'évolution comme une machine conçue par un ingénieur? La réponse pourrait bien vous surprendre. Je suis Pierre Amoros, bienvenue dans l'infini dans un grain de sable. Dotés d'une prodigieuse capacité à modifier leur forme, leur croissance et toute leur architecture en fonction des conditions de leur environnement, capables de produire une immense diversité de composés chimiques et reliés entre eux par des réseaux souterrains de champignons, les végétaux comptent parmi les organismes les plus ingénieux et adaptables de la planète. Ces facultés ont conduit certains chercheurs à poser une question déroutante. Les plantes sont-elles douées d'intelligence? C'est cette question que nous allons explorer dans cet épisode. Mais qu'appelle-t-on intelligence? Quels critères peut-on appliquer à des organismes si différents de nous? Nous verrons que les plantes sont capables de mémoriser, parfois même de compter, de prendre des décisions et peut-être d'apprendre au cours de leur vie. Certaines de ces découvertes, cependant, restent débattues. Comment des êtres sans neurones ni système nerveux pourraient-ils manifester des formes d'intelligence? Ne s'agit-il pas simplement d'automates façonnés par des millions d'années de sélection naturelle? Ou la réalité est-elle bien plus complexe et bien plus fascinante? Et au terme de cette exploration, la conscience pourrait-elle, d'une manière ou d'une autre, s'étendre jusqu'aux plantes? Sans intelligence, l'évolution naturelle est un processus lent et aveugle. Pour qu'une espèce survive, elle doit être adaptée à son environnement. Cette adaptation repose sur des mutations aléatoires, souvent minimes, que la sélection naturelle conserve lorsqu'elles offrent un avantage reproductif et qui s'accumulent progressivement au fil des générations. L'intelligence vient bouleverser ce mécanisme. Lorsqu'un organisme en est doté, il ne se contente plus de réagir, il choisit. Il capte des informations sur son environnement, les mémorise, les traite, apprend à établir des associations et anticipe l'avenir à partir de son expérience passée. Dès lors, l'adaptation n'exige plus nécessairement le passage de nombreuses générations. Elle peut se produire au cours d'une seule vie, transformant profondément la dynamique évolutive. Chez les hominidés, cette capacité a ouvert la voie à la technique. En un peu plus de 3 millions d'années, l'humanité est passée du silex aux architectures de silicium, des premiers outils de pierre aux intelligences artificielles. L'intelligence n'a pas seulement accompagné notre évolution, elle a activement redessiné. Longtemps, nous avons cru que l'intelligence humaine était la seule à exister sur Terre. Et nous continuons encore, aujourd'hui, à la sous-estimer chez les autres espèces animales. Cette illusion tient en grande partie à notre tendance à ne reconnaître l'intelligence que lorsqu'elle adopte des formes qui nous ressemblent. Or, lorsque l'on observe le vivant sans ce biais, le paysage change radicalement. Des oiseaux comme les corvidés se montrent parfois aussi performants, et même plus, que les grands singes dans certaines tâches cognitives. De quoi bousculer nos certitudes.
Si ces faits peuvent déjà nous surprendre, une question plus troublante encore se pose. Qu'en est-il de l'intelligence des plantes ? Pour l'aborder sérieusement, il nous faut d'abord définir ce que l'on entend par intelligence. De manière générale, on peut la concevoir comme la capacité d'un système vivant à capter des informations sur son environnement, à les conserver et à les transformer, puis à s'en servir pour orienter son comportement de manière flexible et non automatique. L'intelligence n'implique a priori ni conscience, ni langage, ni cerveau. Elle se manifeste chaque fois qu'un organisme utilise son expérience passée pour améliorer ses chances de survie et de reproduction dans un monde changeant. Vu ainsi, elle n'est pas un attribut exclusif de l'humain, mais un éventail de capacités distribuées dans le vivant. On peut alors en distinguer 5 piliers fondamentaux. La perception, la mémoire, l'intégration et le traitement de l'information, l'adaptation et enfin l'anticipation. Toute intelligence commence par un contact avec le réel. Percevoir, c'est capter des informations pertinentes, la lumière, la température, l'humidité, la gravité, le contact ou encore les signaux chimiques diffusés dans l'air et le sol. Les plantes excellent dans cet art. Chaque racine, chaque feuille, chaque cellule agit comme un capteur sensible aux variations les plus subtiles de l'environnement. Sans yeux ni oreilles, elles perçoivent l'allongement des jours, la sécheresse du sol ou l'ombre d'un voisin. Mais percevoir ne suffit pas. Encore faut-il se souvenir. Les plantes ne vivent pas dans un présent perpétuel. Elles enregistrent des durées, reconnaissent des rythmes et conservent la trace de ce qu'elles ont vécu sur des échelles allant de quelques secondes à plusieurs saisons. Certaines mesurent la durée du jour pour déclencher floraison ou dormance. D'autres manifestent des formes de mémoire brève. La dionée attrape-mouche, par exemple, ne referme son piège que si ses poils sensitifs sont stimulés 2 fois dans un intervalle précis. Elle intègre ainsi une information dans le temps pour éviter des réactions inutiles et coûteuses. À plus long terme, une plante ayant subi une sécheresse, une attaque ou un stress thermique modifie durablement sa réponse future à des conditions similaires. Cette mémoire n'est pas stockée dans un cerveau, mais inscrite dans sa biologie. État biochimique persistant, régulation génétique, organisation physiologique. La mémoire végétale n'est pas un souvenir conscient, mais une expérience incorporée, une histoire devenue matière qui pressent l'avenir. Entre perception et action se situe une étape cruciale, le traitement de l'information. Les plantes reçoivent en permanence des signaux multiples, parfois contradictoires. Croître vers la lumière ou investir dans l'exploration du sol, activer des défenses ou privilégier la croissance. Ces décisions émergent de réseaux complexes de signaux électriques, hormonaux et chimiques qui circulent dans l'organisme. Les plantes n'additionnent pas passivement des stimuli, elles les combinent, les hiérarchisent et arbitrent entre différentes options. L'intelligence se manifeste pleinement lorsqu'elle permet l'adaptation. Chez les plantes, celle-ci prend la forme d'une plasticité remarquable. Modification de l'architecture, orientation des racines, ajustement de l'étendue du feuillage, abandon des parties devenues inutiles. Grâce à la mémoire, ces adaptations deviennent plus rapides et plus efficaces au fil de l'expérience. La plante apprend, au sens fonctionnel du terme, à optimiser ses ressources et ses chances de survie. Enfin, le dernier marqueur de l'intelligence est l'anticipation. Les plantes ne se contentent pas de répondre aux événements, elles utilisent le passé pour prévoir le futur. Elles sont attentives aux changements de l'environnement et réagissent à des événements à venir avant même qu'ils se produisent. Aux variations du jour et des saisons, ou dès les premiers signes d'une attaque de prédateurs, elles déclenchent les réponses appropriées. Mais de telles réactions sont-elles purement automatiques, ou bien les plantes peuvent-elles apprendre au cours de leur vie ? Il existe plusieurs façons de tester cela, notamment l'habituation
et le conditionnement pavlovien. Chez la sensitive, qui replie ses feuilles lorsqu'on la touche, on a pu observer que des stimulations répétées, par exemple en secouant la plante, conduisent à une diminution notable de la réponse. Cela suggère que la plante a compris que ces stimulations étaient inoffensives et qu'aucune réaction coûteuse n'était nécessaire. C'est une forme d'habituation. Chez les animaux, le conditionnement pavlovien illustre la capacité à associer un signal à un événement futur. Des expériences ont exploré l'existence de mécanismes analogues chez les plantes. L'une d'elles a cherché à montrer qu'un plan de poids pourrait associer un courant d'air à l'arrivée d'une source de lumière, avec des résultats présentés comme positifs. Cependant, ces expériences, rares et souvent spectaculaires, restent très controversées. Elles ont été critiquées pour leurs difficultés de contrôle et surtout n'ont pas encore été répliquées de manière robuste. Il pose néanmoins une question essentielle. Jusqu'où peut aller l'anticipation sans neurones, sans cerveau, sans système nerveux ? Comme on vient de le voir, presque tous les indices fonctionnels de l'intelligence peuvent être trouvés chez les plantes. Elles perçoivent leur environnement, mémorisent des événements passés, intègrent des informations multiples, s'adaptent et, dans certains cas, anticipent. Alors, qu'est-ce qu'il manque pour que l'on puisse dire que les plantes pensent ? Ce qu'il faudrait, ce n'est pas une observation supplémentaire, c'est un changement de paradigme. Ceux qui défendent l'idée d'une intelligence des plantes se heurtent depuis longtemps à une résistance très forte de la botanique dominante. Ils sont très minoritaires et leurs travaux ont souvent été marginalisés. Le terme même de neurobiologie végétale a suscité une hostilité telle que la société internationale qui portait ce champ a été contrainte de changer de nom pour devenir la Société de signalisation et comportement des plantes. Dans plusieurs tribunes et échanges académiques, cette approche a été tournée en dérision. On a parlé de pseudosciences, de mysticisme, et certains sont même allés jusqu'à qualifier la neurobiologie végétale d'asile de fous. Pourquoi une réaction aussi violente ? Parce que ce débat ne porte pas simplement sur les plantes. Il touche à la manière même dont la biologie conçoit le vivant. Il s'agit d'un conflit idéologique. Pendant longtemps, la biologie a observé le vivant à travers une grille extrêmement efficace, le réductionnisme. Pour comprendre un organisme, on le décompose. De l'organisme jusqu'aux cellules, des cellules aux protéines, des protéines aux gènes et à la chimie, jusqu'à la physique en dessous. Cette approche a permis des avancées spectaculaires et reste un outil fondamental. Mais lorsque cette méthode cesse d'être un outil pour devenir la seule grille de lecture, ses limites apparaissent. Le problème n'est pas de décomposer le monde, mais de croire qu'il suffit de le faire pour le comprendre. Cela pousse certains savants à considérer les niveaux moins fondamentaux de la réalité comme moins importants et plus illusoires que leurs constituants. Dans ce cadre mécaniste, un organisme comme une plante, qui n'a pas de système nerveux, ne peut pas être intelligent, et son comportement sera entièrement dicté par ses gènes, qui peuvent être réduits à de la simple chimie. Les végétaux, interprétés à travers cette seule perspective, deviennent alors des automates remarquablement bien adaptés. Ils réagissent à leur environnement, ajustent leur croissance, déclenchent des réponses efficaces, mais sans comprendre, sans choisir, sans anticiper. Une machine biologique, lente et silencieuse, façonnée par des millions d'années d'évolution. La perception, la mémoire, le traitement de l'information et l'adaptation pourraient possiblement être expliqués par cette vision, mais pas l'anticipation, qui signale quelque chose de beaucoup plus subtil. Et c'est précisément là que la neurobiologie végétale devient dérangeante. Car, contrairement à ce que suggèrent ses détracteurs, le terme n'est pas absurde. Les plantes utilisent bel et bien des signaux électriques, propagés de cellule en cellule, qui jouent un rôle central dans la coordination de leurs réactions. Ces signaux sont analogues, sur le plan fonctionnel, à la transmission nerveuse chez les animaux, simplement plus lent. C'est un fait solidement établi depuis longtemps,
mais il est resté étonnamment peu étudié, sans doute parce qu'il ne s'intégrait pas dans le dogme de la botanique réductionniste. Mais ce n'est pas tout, car des développements récents en biologie viennent étayer ce point de vue de manière indépendante. Car si l'on suit les travaux du biologiste Michael Levin, on ne peut plus être réellement surpris de trouver des signaux électriques chez les végétaux. Avec ses collaborateurs, il montre que toutes les cellules communiquent les unes avec les autres d'une manière analogue, bien que plus lente, à celle des neurones. Qu'il s'agisse des cellules de votre corps, des cellules de n'importe quel animal ou de celles des plantes, le principe est le même. Plus encore, cette communication permet au collectif cellulaire de résoudre des problèmes nouveaux. C'est la réflexion collective de ces cellules qui détermine la croissance et la forme que prend un organisme ou encore ce qu'il doit faire pour se régénérer. Cette faculté à utiliser la bioélectricité n'est pas nouvelle. Il semble qu'elle remonte aux premiers biofilms et aux colonies de bactéries, bien avant l'apparition des êtres complexes et multicellulaires qui nous sont apparentés. Dans ce contexte, les neurones et les systèmes nerveux sont probablement apparus comme une amélioration de ce système ancien, accélérant la communication entre cellules et la rendant particulièrement adaptée à des êtres mobiles comme nous le sommes. Mais le plus fascinant est sans doute que l'intelligence ne se limite pas au groupe de cellules. Elle s'étend à celles-ci, voire même à l'intérieur de ces dernières. De plus en plus d'expériences tentent à montrer que des organismes unicellulaires, comme le blob, des levures, bactéries et amibes, sont capables d'apprentissage, de résolution de problèmes et d'anticipation de situations futures. La preuve d'une intelligence sans cerveau chez de simples cellules. Pour le professeur Levin, cela suggère que l'intelligence est omniprésente dans le vivant, à de multiples niveaux d'organisation qui communiquent entre eux, depuis les processus microscopiques internes aux cellules jusqu'à l'échelle globale de l'organisme. Une illustration parlante de cette idée, proposée notamment par Levin, est celle des galles. Une gale est une excroissance végétale qui se forme lorsqu'un insecte, un ver, un champignon ou une bactérie perturbe localement les tissus d'une plante. L'organisme en cause ne construit pas cette structure et ne modifie pas l'ADN du végétal. Il agit plutôt comme un bio-ingénieur en piratant les mécanismes internes d'organisation de la plante. Celle-ci coordonne alors l'activité de ces cellules pour produire une forme nouvelle, stable et spécifique. C'est l'intelligence propre du matériau vivant dont est faite la plante qui détermine la forme finale qu'elle prend. Dans cette vision, les êtres vivants sont tous doués d'une intelligence qui dépasse la simple fonction de leurs gènes et n'est pas limitée au cerveau et système nerveux. Les plantes apparaissent non pas comme des automates, mais comme des intelligences collectives. Dès lors, il devient raisonnable de penser que la démonstration irréfutable de la cognition chez les végétaux n'est pas une question de principe, mais simplement une question de temps. Mais au-delà de l'intelligence des végétaux, se profile une question encore plus profonde. Les plantes sont-elles conscientes ? Et c'est là que la difficulté commence, car pour commencer, nous ne disposons d'aucune définition unique et partagée de ce qu'est réellement la conscience. Dans le cadre de cet épisode, nous nous en tiendrons à une définition minimale. La conscience, comme le fait qu'il y ait quelque chose que cela fait d'être un système donné, ce que les philosophes appellent des qualia, des expériences subjectives. Le second problème est qu'à ce jour, il n'existe aucun moyen de tester directement l'existence d'une telle expérience, que ce soit chez l'être humain ou chez les autres êtres vivants. La seule chose que nous puissions réellement mesurer, ce sont des capacités qui s'en rapprochent, l'attention portée au monde et l'intégration globale des informations issues de l'environnement. Dans cette perspective, certains comportements végétaux deviennent troublants. Une liane d'Amérique du Sud, Bocchilia trifololiata, est capable d'imiter la forme des feuilles de la plante qu'elle colonise. Plus étonnant encore, elle y parvient sans contact physique avec son hôte. Les botanistes ont d'abord envisagé des mécanismes complexes, transferts horizontaux de gènes, échanges chimiques,
avant de constater que la liane pouvait également imiter les feuilles d'une plante en plastique. Tout se passe alors comme si la plante était capable de capter des informations visuelles sur son environnement et de les intégrer, puis de modeler la forme de ses propres feuilles en conséquence. Or, toutes les plantes possèdent des photorécepteurs distribués dans leur tissu pour percevoir la lumière. On peut donc légitimement se demander si des capacités de ce type ne sont pas, sous une forme ou une autre, présentes chez tous les végétaux. En clair, si la conscience n'est quand un système peut relier beaucoup d'informations entre elles pour former une sorte de vue d'ensemble, comme le fait un cerveau, alors rien n'interdit en principe que les végétaux soient eux aussi, à leur manière, conscients. La question demeure, à ce jour, ouverte. En conclusion, les végétaux nous montrent que dans le monde naturel, on ne peut pas se fier aux apparences. Ils nous obligent à dépasser nos idées reçues, souvent profondément anthropocentriques, sur l'intelligence. La prochaine fois que vous arpenterez un sentier forestier, pensez à la multitude d'êtres qui vous entourent. Les arbres qui jalonnent votre chemin perçoivent les plus infimes variations de leur environnement et gardent la trace des aléas du temps passé. Comme nous, ils sont traversés par des cascades de signaux électriques avec lesquels ils résolvent leurs problèmes et peut-être pensent d'une manière lente et patiente. Il n'y a pas d'automates dans ce monde vivant, mais des intelligences collectives, de véritables kaléidoscopes de la pensée. Et dans l'apparente solitude d'une randonnée, vous êtes vous-même une intelligence, peut-être une conscience, parmi tant d'autres. Et si la pensée était bien plus répandue que nous l'imaginions, qu'en serait-il du reste de l'univers? Rêve-t-il lui aussi? Dans le prochain épisode, nous resterons dans le monde de la cognition pour s'intéresser à celle des machines. Car aujourd'hui, l'intelligence artificielle rejoint celle de l'être humain. À présent, je vous remercie d'avoir vu cet épisode et vous dis à bientôt pour le prochain.